Je reçois Maud Marian aujourd'hui, elle est hilar encore une fois, parce que elle se dit plein de choses interdites. Je suis désolé, mais au bout de 5 heures d'interview aujourd'hui, j'ai cédé au whisky. Oui, c'est pas bien l'alcool. Et alors donc, Maud, il faut qu'on fasse un tour d'actualité, parce que je voulais qu'on réponde aux commentaires qu'il y a eu sur ta dernière interview, qui a passionné, et à juste titre, sur les questions des libertés dans les manifestations. Mais en fait, l'actualité se bouscule et il y a plein de choses à dire. Donc ce que je te propose, c'est qu'on adapte la formule et que tu fasses une espèce de semaine de la résistance pour les spectateurs, et que tu nous parles des sujets d'actualité. Alors, le sujet d'actualité, c'est cette dame du Pas-de-Calais. Tu sais que je suis du Nord. Que nous, les gens du Pas-de-Calais, c'est nos frères, sont souvent des Flamands d'ailleurs, comme moi. Elle a expliqué, elle a sous-entendu sur Facebook que Macron était une ordure. Elle s'est retrouvée en garde à vue avec des policiers qui sont venus la chercher chez elle, qui lui ont dit: Madame, c'est pas bien ce que vous faites. Est-ce que la police avait le droit de faire ça ou pas? La police fait rien sans instruction. Non. La police n'a pas tous les droits, loin de là, mais c'est toujours la même situation. C'est les procureurs qui décident. Et en fait, en France, on sait que c'est pas les procureurs qui décident, mais le ministre de la Justice. Parce qu'il y a une subordination du parquet. Théoriquement non, dans la loi elle n'est pas censée exister, mais on le sait puisqu'encore récemment le ministre de la Justice a dit que pour ce qui concernait les manifestations, il fallait être sévère, etc. Donc on peut considérer que le parquet de Saint-Omer, parce que si j'ai bien retenu c'est Saint-Omer, donc le parquet de Saint-Omer a décidé, n'a pas, d'ailleurs c'est pas le parquet qui est à l'origine, à l'origine si moi j'ai bien compris, mais ça c'est la presse, donc apparemment c'est le préfet. La presse subventionnée. Oui. Donc soumise à caution. Oui, et puis la presse, de toute façon, j'ai pas pu vérifier par moi, mais on va dire ça comme ça. Le courrier des stratèges. Les stratèges donnent toujours les pièces originales. Voilà. En tout cas, il semblerait que ce soit le préfet qui ait porté plainte, le cabinet du préfet, et le parquet a décidé de placer cette personne en garde à vue, de la faire auditionner en garde à vue, et de toute façon, n'importe comment, le parquet a décidé de la déférer devant le tribunal correctionnel au mois de juin. Sur le principe, effectivement, cette infraction existe, donc outrage ou insulte au chef de l'État. Alors c'est pas présenté comme ça, mais ça existe. Et c'est théoriquement une infraction qui doit être un peu sérieuse et qui doit être prise avec sérieux par toutes les autorités présentes et par nous-mêmes, par nous-mêmes les citoyens. Mais enfin, en ce moment, je trouve qu'elle est utilisée étrangement. Personnellement, je l'ai d'ailleurs indiqué sur Twitter ou je sais plus quel réseau où je suis, qu'effectivement, j'ai eu plusieurs personnes qui ont été embarrassées pour des propos qui ne m'ont pas semblé d'une absolue gravité. Par exemple il y a toutes sortes de blagues. Franchement, je vais même pas les répéter parce que... si, non, ça va nous faire marrer. En fait, très concrètement, c'est très... Voilà, on a tout entendu. On a vu Emmanuel Macron dans des situations absolument incroyables, sur des dessins, sur des montages photos. Il y a eu des commentaires. On entend beaucoup de choses. Alors après, il y a les commentaires de nature un peu, je dirais, satirique, ou un humour grinçant, où on fait des allusions à certaines de ses activités personnelles, intimes ou autres, ou bien du genre avec qui il est marié, du genre qu'est-ce qu'il fait de ses soirées en Afrique, voilà. Des soirées je veux dire, en Afrique. Oui, mais après le problème c'est, on n'est pas censé savoir qu'il est verre à la main en Afrique en train de danser, je ne sais où, comme. Mais voilà, donc donc du moment qu'on le sait, on pourrait pas en parler, on pourrait voir ça puis ne pas réagir. Ça pose quand même une question. Je prends l'exemple de la vidéo que j'ai trouvé géniale, où on voit Nicolas Sarkozy fêter la bar mitzvah de son petit-fils. Ça a été diffusé par une proche de Nicolas Sarkozy, on le voit dans une synagogue en train de fêter cette bar mitzvah. C'est d'une image publique si c'est sur un réseau social. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un filme le président de la République, une kippa sur la tête en train d'applaudir son petit-fils, c'est diffusé sur Instagram, c'est un réseau, c'est une information publique, non? Oui, mais
non seulement c'est une information publique, mais en plus, si on va la comparer, parce que en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est là où je pense qu'il y a un problème de réception de notre part, et on a raison de mal le prendre. C'est-à-dire, quand l'ambiance est moins tendue sur le plan social, par exemple si on prend tout ce qui s'est passé pendant le confinement, on a eu des images de Macron en train de faire la fête avec les footballeurs à l'Elysée, des choses comme ça. Tout le monde y allait de son commentaire, on va pas quand même se cacher, on a tous dit quelque chose, écrit. Quand on l'a vu. Quand on l'a vu, bien sûr, tous ceux qui l'ont vu ont eu une réaction, et rares sont ceux qui n'ont pas mis quelque chose sur Twitter ou autre, ou Facebook. Bon, moi j'ai vu personne se faire arrêter à ce moment-là. Donc ça veut dire à l'époque on pouvait dire des choses plus ou moins intelligentes, parce que attention, on n'est pas forcément intelligent dans nos réactions, on dit des gros mots, on dit bon, mais peu importe. Je veux dire, oui, mais bien sûr, et puis c'est pas intrinsèquement un problème, mais c'est deux poids deux mesures. Là, alors qu'on est en pleine tension sociale, que ça fait quand même, je dirais, plusieurs mois que le feu couve et que les choses s'aggravent en termes de relations entre notre président et son peuple. Voilà, c'est quand même ça l'idée. Tout d'un coup, on se met... Et le peuple de France. Français. Voilà. Le peuple de France. On ne lui appartenant pas encore. Non, mais c'est peut-être comme ça qu'ils nous voient aussi, c'est peut-être ça le problème. Donc peu importe. Le fait est que, parce qu'il y a cette tension, tout d'un coup, on se met à aller chercher des gens au fin fond de leur petite vie tranquille pour leur dire que ils vont passer en correctionnel parce qu'ils ont utilisé un mot qui est impropre à la fonction présidentielle, alors que bon, d'abord il y a des millions de gens qui ont dit des millions de choses, on entend des trucs hallucinants dans les manifestations, enfin bon, je veux dire, pourquoi choisir? Enfin, ça fait vraiment la pauvre martyre, et ça je trouve ça grave, d'abord parce que je pense que ça cristallise une haine aussi, ou une incompréhension qui peut se transformer facilement en colère et autre chose vis-à-vis des autorités. Deuxièmement, on retiendra quand même tous, encore une fois je le redis, que les parquets ont annoncé il y a peu qu'ils allaient classer toutes les affaires qui traînaient dans les couloirs parce que, oui, désolé, mais on n'a pas eu le temps, on a trop de travail, il faut purger, donc on a quand même bien compris qu'il y avait beaucoup d'affaires importantes qui n'allaient pas être étudiées. On sait tous, pour avoir au moins une fois dans notre vie été plaignant de quelque chose, que nos vols de voitures, de portables, etc. sont quand même très rarement pris au sérieux, et que beaucoup de dossiers, moi j'en ai des que je considère très graves, qui n'aboutissent pas parce que les parquets n'ont pas le temps, parce que les juges n'ont pas le temps, etc. Donc, je veux dire, tout d'un coup, là, c'est l'affaire du siècle. Alors, est-ce que ça veut dire que quand c'est un président de la République qui est concerné, on y va tambour battant, mais quand c'est une petite jeune fille qui est agressée, violée ou quoi, oui, mais désolé, on n'a pas le personnel. Ou prenons les violences conjugales, c'est une catastrophe quand même, il y a des commissariats qui ne peuvent plus du tout les gérer. Voilà, tout ça, je trouve que c'est de nature pourquoi Macron passe avant les autres. On se pose la question, et on se pose aussi la question du sérieux de la mise en cause. Les avocats, on a eu des petits débats, bien sûr, on est à peu près tous sûrs qu'elle va être relaxée, parce que techniquement ça tient pas, mais je veux dire, c'est même pas le sujet en fait. C'est même pas le sujet. Le sujet, c'est quel type de parole on peut avoir. Est-ce que justement une parole politique qui serait très dure vis-à-vis du président ou de son gouvernement, de quelqu'un qui serait protégé par le système, est-ce qu'une parole très dure qui pourrait même être peut-être ordurière, parce qu'on aurait des matières, peut-être des choses à dire, et puis on a vu à quel point eux ils étaient pas délicats, donc je veux dire, ils utilisent les gros mots, les gestes obscènes, etc. Sans coup faire rire. Ça se plaide, ça? Alors j'y ai pensé, j'ai trouvé que ça pouvait être assez sympa de plaider par exemple l'excuse de la provocation, ou justement la déliquescence d'une certaine forme de tenue, en disant, à partir du moment où vous avez un ministre qui parle de bordélisation, un autre qui fait des doigts d'honneur à l'Assemblée, un président qui nous emmerde, pourquoi je peux pas dire des gros mots autant que j'ai envie? Et ordure, c'est quand même pas le plus gros mot qu'on a pu trouver pour parler de lui, donc oui, je veux dire, ça pourrait se plaider. À mon avis, elle peut être relaxée sur un argumentaire plus subtil, mais bon, ça peut être glissé entre deux. Mais en tout cas, moi, c'est mon ressenti en tant que justiciable, même pas en tant qu'avocat. Donc, je pense qu'en tout cas,
il y a une ambiance qui du coup est gênante. Alors, parce que ça va agacer encore plus du monde. Et que finalement... et puis ça déjuge un petit peu, enfin ça décrédibilise un peu l'Élysée dans le sens où si on nous envoie les sbires pour un petit post sur Facebook où on a juste dit ordure, ça veut dire qu'on est à la limite de la répression politique, enfin de la répression de l'expression. On a dépassé la limite. Non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est à cette limite pour un oui ou pour un non. C'est-à-dire que, encore si c'était un truc élaboré, avec un discours politique très construit, etc., je dirais, ah ouais, elle est dangereuse cette femme, elle a un raisonnement, elle peut convaincre des gens. Là, la fille, elle pose 4 mots. Oui, et c'est l'opposant du siècle. Enfin, je veux dire, on ne peut pas la soupçonner d'être une grande activiste non, puis je pense, mais ça. justement, et je pense que ce qui est incroyablement maladroit, c'est que cette personne, on va se retrouver en elle plus facilement que dans beaucoup d'autres gens. Probablement. Parce que une erreur de communication majeure. Pour moi, c'est une grosse erreur. Et quand même, je veux dire, parce que je sais qu'il y a eu des erreurs de procédure qui avaient été commises par l'Élysée à 2 occasions, où notamment quelqu'un justement un lambda de l'Élysée était allé porter plainte au commissariat du 8e pour le compte de M. Macron. Et l'avocat qui s'était occupé de la personne en garde à vue avait dit la plainte n'est pas signée par le président, donc soit il se déplace, il vient signer la plainte, soit il se fait représenter, mais là il y a un problème de procédure et en effet la procédure était tombée. Là j'ai vu que c'était la préfète qui avait porté plainte. Ça peut aussi être un problème de procédure parce que théoriquement sur les infractions de cette nature il faut que le plaignant se manifeste, hein. Donc soit via un avocat, soit je pense pas qu'un préfet ait vocation à être intrinsèquement le représentant du président de la République sur le territoire. Quand je lis les posts des nouveaux préfets sur LinkedIn qui remercient tous le président de façon servile, je me dis qu'il y a un doute dans l'esprit des préfets en tout cas sur le fait qu'ils soient au service de la République ou du président. Et je pense que beaucoup de préfets considèrent qu'ils sont les débiteurs, les obligés personnels du président. Enfin donc bon. Moi, j'incite pas les gens, évidemment, à avoir des propos injurieux vis-à-vis de qui que ce soit, c'est pas le sujet. Mais à l'heure actuelle, entre l'injure et puis le fait qu'on puisse être vraiment ulcéré par 1500 choses qui se passent, parce qu'il s'en passe beaucoup chaque jour de manière grossière, je crois qu'on pourrait tous partir en garde à vue, en fait. Parce que qui n'a pas ri de Pif Gadget, qui n'a pas rebondi sur les phrases vides de sens et qu'on a pu entendre ces derniers temps, que ce soit de Mme Borne, de M. Macron, enfin... Voilà, c'est curieux cette interview dans Pif Gadget. T'as un président qui ose... Enfin, il y a la rue... Les gens sont dans la rue. Mais non, mais moi, je vais te dire, j'ai trouvé ça beaucoup plus grave que ça. Parce que l'interview, elle a été donnée le 20 février. Avant le 49.3. Oui. Et quand on la lit au 20 février, on se dit, mais il était très sûr que ça allait passer, en fait. Donc... Pourquoi ? Ben voilà, enfin, moi, j'essaie de la lire plus d'un point de vue stratégique. Et ce qu'il dit est hallucinant parce que comme d'habitude il promet le dialogue, il dit qu'il saura, quand la petite fille lui demande alors est-ce que tu vas démissionner si jamais, ça serait quoi les conditions, il dit bah oui s'il y avait une grosse crise, enfin je sais pas. Alors donc je comprends pas que l'Élysée laissait passer ce vieux machin sans le remettre à jour ou quoi ou qu'est-ce, parce qu'en fait quand même ils avaient le temps entre le 20 février et récemment là, de le remettre au carré, enfin je sais pas ce qu'ils cherchent mais... Enfin, c'est affligeant, en fait, c'est affligeant. Pourquoi ? Mais parce que ça permet à beaucoup de gens de penser qu'il y a une provocation qui est en cours et qui est vraiment une manière de mettre de l'huile sur le feu en espérant qu'on va tous vraiment faire des choses inconsidérées, je sais pas, mettre le feu partout, enfin devenir à moitié fou. C'est peut-être une façon aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est au contraire juste la manifestation d'une véritable nature et qu'enfin on comprend qu'il est je sais pas quoi. Moi je pense qu'on peut considérer que sa tête a bien enflé. Mais j'ai du mal quand même à penser qu'il n'y ait pas une stratégie, donc laquelle je sais pas, mais je peux pas croire qu'un chef d'État, parce que qu'on le veuille ou non, c'est quand même un chef d'État, donc au moins il n'est pas tout seul, ou alors s'il a décidé de faire ce genre de démarche tout seul, absolument seul,
contre vents et marées, contre les conseillers, les directeurs de cabinet, tout ce que tu veux, c'est que là, il faut se poser la question de son maintien à sa place s'il n'est pas capable d'écouter au moins son entourage. Et si son entourage est d'accord avec ce qu'il fait, ben là, il y a un problème plus profond. Ou alors, on constate qu'il y a une stratégie. C'était tellement important pour lui de s'adresser aux petits garçons et aux petites filles que... C'est la semaine, parce que Biden l'a fait aussi. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont... Je sais pas, j'entendais un truc rigolo ce matin où justement un journaliste parlait des effets de cinéma. Alors j'ai oublié comment ça s'appelle cet effet, mais c'est drôle. Où dans les films, pour dire des choses sans parole et sans rien. Alors par exemple, on va faire un focus sur le visage d'un homme, puis un couteau, puis l'homme, puis le couteau, et on va comprendre donc que l'homme va prendre le couteau pour poignarder quelqu'un. Et puis il disait, tu prends un homme et tu montres un coup fin, un homme, un coup fin, un homme, un coup fin, tu comprends qu'il va avoir un bébé. Mais quand tu mets Biden ou Macron et un enfant, voilà. Il met point de suspension. Et là, je me suis dit, non, là, ils vont très loin, les gens. De suspension. Mais bon, on en est là aussi. C'est vrai qu'à chaque fois, on se heurte. Alors donc, à chaque fois. Cette dame, toi, tu penses qu'elle va être relaxée? Moi, je pense qu'elle va être relaxée. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Parce qu'il y a tout le monde qui veut pas d'emmerde. Ouais, c'est ça. Ils vont éviter de répéter, de retweeter, c'est une ordure. Et il faut savoir par exemple que là, YouTube a bloqué les vidéos, pas toutes, mais une partie des vidéos de violences policières au motif qu'il n'y avait pas eu d'avertissement interdit aux moins de 18 ans. Alors, on est dans un monde comme ça. Où c'est pour protéger. Oui, pour protéger les enfants. On vous dit pas la vérité pour vous protéger. Mais c'est marrant parce que en fait, on filme des choses que les enfants devraient effectivement pas voir. Et ça, je suis assez d'accord. Mais le problème, c'est que ça se passe dans la rue, au vu aussi de tout le monde. C'est des policiers en plus, donc c'est les forces de l'ordre, donc ça donne encore plus de force à la violence qui est exercée. Et puis quand on veut les diffuser sur un réseau social, le réseau social nous dit oui mais non parce que vous comprenez là ça vous allez choquer les enfants. Il faut les protéger. Et puis dans le même temps on a la décision du tribunal administratif de Paris sur le palais de Tokyo qui pose un autre problème. Voilà, qui donne une autre mesure. Quelle est l'affaire du palais de Tokyo? L'affaire du palais de Tokyo, c'est en fait une toile, enfin c'est une série de toiles, mais c'est une série de toiles qui d'ailleurs qui est assez malaisante en effet. Enfin, on voit des scènes de fellation. Oui, alors voilà. Petit garçon, petite fille, je sais plus. Un petit personnage. C'est comme ça que c'est présenté, un personnage petit et un personnage plus grand en taille. Donc là, le petit personnage est attaché dans le dos et serait forcé à une fellation par le plus grand personnage. Il y aurait un troisième personnage petit qui serait là aussi dans un coin, dans une attitude triste et il y a quand même une violence qui est présente dans la toile. Et la question, des associations de défense des enfants ont considéré que c'était une scène de pédocriminalité. Et c'est vrai qu'en France, tout ce qui est pédocriminalité n'a pas besoin d'être réel pour être interdit. Même une scène fictive, donc un dessin ou une scène fictive de pédocriminalité est interdite. Donc c'est très sévère. Et donc évidemment pas très sévère. Sur le papier. C'est normalement sévère. Sur le papier. Oui, je veux dire par là qu'il n'y a pas besoin que ce soit vrai pour que ce soit sanctionné. Mais c'est important de le savoir parce qu'il y a des gens qui ne le savaient pas. Je parle pas de l'artiste, je parle de tout un chacun, des gens qui ne savaient pas qu'un dessin de scène pédocriminelle était aussi répréhensible qu'une photo réelle. Donc évidemment, il y a eu des associations qui se sont émues au motif, N motifs, parce qu'il y a beaucoup de motifs, l'accès des enfants à cette exposition, donc qui leur semblait possible et dans des conditions anormales, c'est-à-dire pour le coup, les violences policières c'est interdit aux moins de 18 ans, mais là il n'y avait pas d'interdiction aux moins de 16 ou 18. Et puis évidemment, intrinsèquement, le fait que c'était une infraction. Donc ils ont saisi le Conseil d'État, le tribunal administratif de Paris, qui en référé liberté a dit qu'il n'y avait pas de difficulté
c'est pas aussi simple que ça. Il n'a pas juste dit aucun problème, circulez. Il a expliqué qu'il y avait eu des mesures qui avaient été prises préalables, d'explication, de diffusion de petits documents, enfin de petits dépliants, enfin qu'il y avait des personnes médiatrices là, que cette pièce était à part, qu'elle était un peu bon. Moi j'y suis pas allée personnellement, je peux pas valider ou pas, mais enfin bon, n'empêche que beaucoup de gens aussi là se sont émus qu'on puisse sous couvert d'art laisser passer ce genre d'image. C'était vraiment une semaine riche en... Et donc la décision c'est quoi? La décision c'est que l'exposition est maintenue et le tableau reste exposé en l'état. Et le motif juridique? Le motif juridique c'est qu'il n'y a pas de... Enfin que toutes les précautions étaient prises pour ne pas porter atteinte aux enfants. Alors que les enfants peuvent visiter la... Oui, les enfants peuvent visiter. Cette salle est à part, donc elle est quand même, c'est ce qui est inscrit dans le jugement, elle est signalée à part. Il y a des médiateurs à l'entrée et dans la salle pour expliquer cette œuvre et les autres œuvres qui sont aussi très violentes. Il n'y a pas de... ce qui serait, comment dire, managé, géré, ça serait la présence d'enfants seuls. A priori, il n'y a jamais eu d'enfants qui seraient venus seuls, donc soit ils viennent en groupe scolaire ou avec leurs parents ou avec en tout cas un adulte. Et donc là, il y aurait une médiation qui s'instaurerait entre l'adulte et le commissaire de l'exposition via des gens pour expliquer ce qu'il faut comprendre de cette œuvre, pourquoi elle est comme ça, et prévenir même avant que les gens ne rentrent dans la salle de ce qu'il y aurait. Mais ça, c'est ce qui est inscrit dans le jugement. Moi, j'ai évidemment pas de... Je n'ai pas été voir si c'est comme ça que ça se passe. Ça vaudrait la peine d'ailleurs d'aller avec un enfant puis de voir si vraiment c'est géré correctement, quoi. Nous sommes bien d'accord. Combien ça? Attends. Bon, 7 minutes. Est-ce que tu peux nous parler de la décision de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, sur l'interdiction, la recommandation en matière d'obligation vaccinale pour les soignants? Oui, alors la HAS a rendu là cet après-midi son avis sur la vaccination obligatoire des soignants en disant qu'elle ne maintenait pas, qu'elle n'était pas favorable au maintien de l'obligation vaccinale pour ce qui s'agit du vaccin anti-Covid-19, mais que pour autant le vaccin restait fortement recommandé pour les personnels de santé et les personnes au contact, les personnes particulièrement vulnérables. Une formule un peu rituelle. La formule rituelle, sachant quand même, et ça je voudrais juste le contextualiser, c'est que depuis quelques mois, on n'interroge plus ni le COVARS, donc qui est le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, ni la HAS, qui est donc la Haute Autorité de Santé, ni d'ailleurs le CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique, ni aucune autorité de santé, Académie de médecine et tout ça, on les interroge plus jamais sur le Covid seulement. Et c'est quelque chose que je veux souligner, c'est qu'on les interroge à chaque fois, ou en tout cas eux-mêmes spontanément se positionnent quand ils sont pas interrogés et qu'ils font des avis spontanément. C'est pareil, ils se positionnent plus uniquement sur le Covid, mais sur l'ensemble des vaccins. Et j'insiste, les vaccins des soignants, mais aussi dans une certaine mesure les vaccins concernant la population générale, ils se positionnent de manière de plus en plus large sur la vaccination. La tendance, c'est quand même de dire que on sent que ça serait bien que le maximum de vaccins soient des vaccins ARN messagers. Donc on sent cette lame de fond. Cette tendance, cette inclination. Voilà, qui a l'air quand même, qui est un peu, il y a des redites qui laissent à penser qu'on veut insister sur ça. Plus l'ajout de certains vaccins à la fois dans les obligations vaccinales des soignants, mais aussi, si j'entends bien, par derrière pour les enfants aussi, tout ce qui est papillomavirus, on a entendu, mais il y a eu d'autres choses. Pour les soignants, il y a d'autres maladies qui sont prises en considération. On ne comprend pas forcément pourquoi. Enfin, en tout cas, tout d'un coup, là, c'est en train d'émerger. Donc oui, ils relâchent la pression sur le Covid-19 a priori en disant on recommande fortement mais non, on n'oblige pas.
Pour autant, on sent bien qu'il y a deux choses qui gênent. Je parle techniquement, scientifiquement, c'est que d'une part, on risque d'avoir un positionnement du gouvernement, enfin du ministre, qui serait de dire sauf situation épidémiologique, aggravation de la situation épidémiologique, c'est levé. Donc moi j'ai peur qu'ils se gardent une porte de sortie sur ça. La deuxième chose, j'ai peur aussi quand même qu'un décret d'abrogation ou un décret substituant obligations et recommandations soit insuffisant, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est quand même le ministre qui garde la main. Et ça me dérange parce que voilà, surtout s'il n'a pas de critères en termes d'épidémiologie, on le sait, à chaque fois qu'on a évoqué ce sujet de oui, mais la situation épidémiologique, oui, mais mettez des critères. Au moins que le gouvernement sache, voilà, en dessous de tels trucs, il ne peut pas imposer. Non, c'est le gouvernement qui apprécie. Alors, c'est le gouvernement qui fait les évaluations, c'est le gouvernement qui fait les tests, c'est le gouvernement... Enfin, bref, en gros, il est jugé parti, ça me pose un problème. Et puis surtout, ça veut dire que la loi va être maintenue. Ça veut dire que la loi d'obligation vaccinale va être mise sur pause, puis réinstaurée, puis mise sur pause, puis réinstaurée. Enfin, voilà. Et comme la HS jusqu'à présent, de manière un peu schizophrénique, avait dit oui, mais on est favorable à une campagne de vaccination Covid-19 chaque année en même temps que la grippe, à partir du mois de septembre à peu près, pour les soignants, et d'ailleurs pour la population générale, hein, c'est vraiment pour tout le monde, avec les bivalents du moment, etc. Enfin, quand même, je trouve que, voilà, sachant que c'est une maladie qui risque de revenir de manière saisonnière, est-ce qu'on va appuyer sur l'obligation tous les mois de septembre, quoi. C'est un vrai problème. Et puis en parallèle, on a une proposition de loi qui a été déposée par, de mémoire, c'est pas un groupe spécifique, hein. Il y a, je sais plus, c'est une vingtaine ou une trentaine de députés qui ont déposé une proposition de loi visant à abroger l'obligation vaccinale, c'est-à-dire à abroger la loi du 5 août 2021 pour les soignants. Mais cette loi, elle est bien gentille, donc abrogation, ça veut dire pour l'avenir. Ok, bon, ça c'est peut-être déjà pas mal, mais avec le bénéfice, je crois, de l'avancement, c'est-à-dire qu'on compterait les 18 mois qui viennent de passer dans la carrière, d'accord, mais sans indemnité, enfin sans réparation de ce vide de salaire. Les salaires non versés pendant 18 mois. Sachant aussi que l'article 3 est mais assez désarçonner les gens qui l'ont lu, c'est qu'en fait les députés expliquent que la charge que ça va... Dis donc, t'as entendu ? Oui, bonjour. C'est trop fort. Donc, quel est le problème budgétaire qui se pose sur cette proposition de loi ? En fait, on a deux manières de l'aborder. Normalement, les hôpitaux se voient allouer des budgets de fonctionnement qui sont votés en même temps que les autres lois budgétaires. Alors il y en a plein, hein, elles ont des noms invraisemblables, mais c'est évidemment, on comprend bien que ça rentre dans le budget général de l'État. Donc comme on n'est pas censé faire de dépenses en cours d'année, enfin il peut y avoir des dépenses, mais on n'est pas censé voter des lois qui alourdissent les dépenses de l'État en dehors des moments où on vote sur les lois sécu et les lois de finances. Donc on a deux manières d'aborder le sujet. Soit on considère que les soignants suspendus comme un bon gestionnaire d'entreprise sont restés quand même dans les listes de personnel. Ils sont pas en activité, mais ils sont là. Et ils sont là suspendus. C'est-à-dire que le lien avec eux n'est pas interrompu. Exactement. Le contrat de travail en suspens. Voilà. Le contrat de travail n'est pas arrêté. Il faut savoir qu'ils peuvent réintégrer leur poste à n'importe quel moment s'ils se vaccinent, ce qui veut dire que même la loi a prévu que leur retour peut être brutal, enfin impromptu. Ils peuvent retourner à leur poste s'ils ont un certificat de rétablissement, donc la loi a par 2 fois prévu que ça soit allez, j'appelle et dans 8 jours je reviens. Et c'est un peu comme d'ailleurs c'est un peu comme on peut dire les arrêts de maladie en droit privé qui suspendent les contrats mais qui maintiennent l'obligation. Donc en bon gestionnaire d'entreprise, l'État aurait dû provisionner ses salaires. On a dû provisionner sa dette sociale. Voilà, et je comprends pas comment on n'a pas fait ça. Enfin, et en fait, c'est ce qu'on nous dit indirectement. On n'a pas provisionné ces gens. Donc je comprends mieux aussi qu'on tarde à les réintégrer.
Et je comprends mieux aussi qu'on essaie absolument de les radier, absolument de les condamner, absolument de les embêter par ailleurs, parce que du coup, bah oui, si on n'a pas prévu les sous pour les payer, voilà, et on comprend peut-être mieux aussi pourquoi les tribunaux administratifs ont du mal à nous donner raison. Parce qu'eux-mêmes doivent bien avoir compris que tout ça, ça veut dire qu'on va arriver là avec une dette de l'État potentielle qui n'est pas prévue en fait, et qui pourrait déstabiliser lourdement parce que ça va dépendre du montant. Enfin, c'est quand même, à mon avis, c'est des montants assez exorbitants. J'avais calculé, puisque j'avais fait un petit calcul, en réalité, un agent de l'État coûte 40 000 euros par an, chargé. Et donc, voilà, moi j'ai fait rapide calcul qui était qu'on était autour de 4 milliards de salaires non versés. Mais voilà, donc du coup, tout ça devient incroyable. Et puis pour moi, c'est une... Alors bon, je suis pas spécialiste droit constitutionnel, je pense que ça vaudrait la peine de farfouiller, mais je me demande si même c'est normal, en fait, de les avoir sortis des comptes. D'abord, je voudrais vérifier qu'ils soient sortis des comptes, et puis savoir si c'est normal. Bon, donc toi, tu es optimiste quand même sur la réintégration, mais la question c'est à quel prix, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire abstraction de la période où ils n'ont pas été payés, ou est-ce qu'on les indemnise pour le préjudice subi? C'est ça. On aura la réponse quand? Fin avril, je crois. Bon. Eh bien écoute, on se donne rendez-vous, de toute façon on se voit d'ici là, parce que tu nous dois les réponses, tu nous dois amicalement les réponses à ton interview précédente. Ça marche. Sur les libertés en matière de manifestation. Ça marche. Très bien. Merci.